Je vais simplement lire en fait les deux biographies de nos intervenants du jour. Peter Sandy est professeur en humanité et en littérature comparée à la Brown University et conseiller musicologique pour les éditions de la Philharmonie de Paris. Parmi ses publications récentes, mentionnons donc La Voix, par ailleurs, avec Laura Audello chez Minuit en 2023. Pouvoir de la lecture, de Platon au livre électronique à la découverte en 2022, pour une écologie des images chez Minuit en 2021, Coudé, 4 variations sur Henri Sala chez Mousse en 2019, le supermarché du visible dont Mathieu a parlé à l'instant, essai d'économie dont il va donc beaucoup être question ce soir chez Minuit en 2017, à coup de poing, la ponctuation comme expérience, de nouveau chez Minuit en 2013, et comme le disait Mathieu, donc il a été commissaire de l'exposition Le supermarché des images au Jeu de Paume en 2020. Enfin, donc Maxime Boisdy est maître de conférences en études visuelles à l'université Gustave Eiffel, membre du laboratoire LISA, vous prononcez comme ça ? Ouais, LISA. Ses recherches portent principalement sur l'histoire intellectuelle des savoirs visuels et l'iconographie politique. Et donc, il a récemment publié « La société n'existe pas, image de la guerre civile sous Margaret Thatcher », chez Même pas l'hiver en 2022 et coordonné le numéro de la revue Perspective en 2024 sur le thème de l'autonomie. On est ravis de vous accueillir et on donne d'abord la parole donc à Maxime. C'est bien ce qu'on avait décidé ? C'est ça, Maxime, ça. Voilà. Très bien. Et ensuite, on vous écoute. Merci beaucoup Alyosha et merci beaucoup également à Mathieu pour l'invitation à venir justement discuter ce soir avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, moi, ma proposition, finalement, en guise d'ouverture de dialogue, puisque c'est finalement de ça dont il est question, et il me semblait pertinent, peut-être plutôt que de repartir directement de l'ouvrage qui a été mentionné, de cette recherche dont je vous reparlerai un peu plus loin, autour justement du thatcherisme, autour principalement de l'idée de guerre civile, finalement, m'avait plutôt intéressé. Donc c'est aussi quelque chose qui se prête, voilà, j'aurais un peu de matériau visuel justement pour mettre des images du capitalisme ou de son incarnation, disons, au moins politique en visibilité et en écran. Ce qui m'intéressait, en tout cas dans ce livre, c'était davantage en réfléchissant sur l'iconographie politique. On est forcément amené à réfléchir à l'iconographie des révolutions. Et là, ce qui m'avait intéressé avec cet aspect-là, qui du coup touche aussi aux préoccupations du séminaire, c'était finalement voir comment l'iconographie de la révolution est forcément articulée à certains endroits à l'iconographie du phénomène qu'est la guerre civile. Donc voilà, mon intervention finalement n'est pas tant là-dessus, mais j'y associerai quand même certains éléments. Je voulais tout simplement partir du plus concret, puisque vos débats sont déjà engagés depuis l'automne, avec un argumentaire de séminaire que j'ai trouvé très stimulant, d'autant plus que finalement il est rentré un moment en résonance avec une autre envie qui était finalement une envie de périodisation ou de bilan d'un certain nombre de travaux intellectuels que j'ai pu engager depuis plus longtemps, depuis disons une quinzaine d'années. Et voir finalement comment voilà, cet argumentaire, cette réflexion autour du fait culturel articulé à l'art contemporain dans ce périmètre complexe qu'est ce que le critique Mark Fisher a appelé le réalisme capitaliste. Comment est-ce que finalement je pouvais vous proposer en fait un bilan d'ensemble qui commence avec Hans Hacke et cette installation de 1982, Oil Painting Homage to Marcel Brouters. Vous voyez qui se compose notamment d'un tableau à une huile sur toile représentant le président des États-Unis, Ronald Reagan, donc président réélu entre 1980 et 1988, et qui a finalement, dans ce mouvement néolibéral, non pas été un déclencheur, mais finalement, dans les années 80, qui ont été finalement la période charnière dans l'extension du néolibéralisme à l'échelle planétaire, a été une de ses incarnations. Ça m'avait intéressé finalement de repartir de ça parce que voilà, ça touche à des aspects de ma biographie intellectuelle et finalement dans la question même des images du capitalisme, puisque j'avais envie d'en montrer quand même et dans le même temps j'avais envie de faire autre chose. J'ai essayé de trouver du coup une combinaison qui pouvait satisfaire tout le monde et nourrir le débat avec Peter Sandy évidemment. Finalement, quoi de mieux que cette installation de l'artiste allemand Hans Hacke qui a cherché finalement à donner un visage
une image du capitalisme, mais qui, voilà, finalement, a fait ce pari, a fait ce choix qui m'avait précisément intéressé dans mes recherches, c'est trouver en fait une figure charnelle, une incarnation du néolibéralisme, d'un phénomène qui finalement est extrêmement difficile à représenter. Difficile de représenter le capitalisme comme mode de production en général dans son histoire longue, mais vous allez voir que du coup on peut retrouver des jalons importants, mais ce phénomène plus particulier qui est la transformation néolibérale des économies à l'échelle du globe, finalement comment le représenter? Bon, très souvent son caractère irreprésentable a abouti aussi à ce type de choix. On le sait au moins depuis Frederick Jameson et la critique institutionnelle, la culture incarne même plus largement la logique propre de la phase dite tardive du capitalisme. C'est donc cet aspect voilà, de l'argumentaire que j'ai voulu prendre comme tremplin. Tout simplement parce que il m'est arrivé de traduire Frederick Jameson dans ma jeunesse. Ça m'avait justement voilà, intéressé de diffuser un texte qui du coup est consultable en ligne, qui a connu plusieurs publications, mais qui est, voilà, si jamais ça vous intéresse pour poursuivre vos réflexions, vos travaux sur ces questions-là, Hans Haacke, la logique culturelle du postmodernisme, c'est un des textes finalement autonomes que Jameson a consacré à l'art contemporain dans les années 1980, alors qu'il était en train finalement de faire ce bilan global du postmodernisme, aussi bien du point de vue de l'art vidéo que de l'économie, de l'architecture, enfin voilà. Jameson, effectivement, est un personnage clé dans cette dimension. Du moins, dans un premier temps, la logique et la nécessité des œuvres de Haacke s'expliquent par la confluence en elles de deux puissantes traditions nées des années 1960, la problématique globale de l'autonomie de l'art et de la culture, dit Jameson, et d'un autre côté, l'inflexion de la critique de l'idéologie dans la pensée critique marxiste, en direction des institutions, ce que je nomme critique institutionnelle ou analyse institutionnelle. Bon, je voulais aussi finalement faire ce point d'étape, il peut être anecdotique, mais voilà, un bon nombre d'entre vous êtes justement engagés dans des recherches de master, aussi bien plastiques que théoriciennes, et finalement, les mots que Jameson utilise sont importants. C'est un aspect méconnu, c'est que ce qui s'appelle critique institutionnelle en art, en général, connaît plusieurs attributions, notamment une artiste très importante de ce courant-là qui s'appelle Andrea Fraser, qui est active depuis les années 1980 et qui est réputée pour être finalement la théoricienne en tant qu'artiste de cette branche de l'art contemporain qui s'appelle critique institutionnelle. Et pourtant, Jameson, dès les années 80, lui-même utilise cette appellation. Et là, ce qui fait plus couleur locale à l'université Paris 8 Vincennes, il parle d'analyse institutionnelle. L'analyse institutionnelle, c'est un paradigme de la pensée critique aussi bien tourné vers la pédagogie que vers la sociologie. Voilà une branche de la sociologie, mais pas que, qui, dans les années 60, a accompagné l'aventure de l'université Paris 8 avec l'idée de faire une psychanalyse des institutions. Et ce qui m'a marqué, c'est que finalement, Jameson, probablement sans le savoir, mais avec voilà, des éléments intermédiaires d'influence théorique qu'on pourrait reconstituer. Je vais poser un jour la question, il m'a jamais répondu. Mais voilà, notamment, Jameson est un grand lecteur d'Henri Lefebvre, et Henri Lefebvre a accompagné aussi cette aventure intellectuelle-là. Donc voilà, ça permet aussi de reconstituer finalement quelque chose qui, moi, m'intéresse peut-être plus spécifiquement ce soir, c'est-à-dire finalement des énonciations de la pensée critique sur des formes, sur des phénomènes, et la possibilité finalement aussi de périodiser voilà, le sens de ces mouvements intellectuels. Le fait d'utiliser certaines catégories. Ces catégories sont-elles efficientes? Sont-elles applicables? Voilà, finalement, c'est un peu ça. Mon bilan, c'est-à-dire de voir aussi, vous allez le voir, comment est-ce que certaines choses que j'ai pu voilà, développer à certains moments de mon travail de réflexion nécessitent en fait ce propre bilan appliqué à moi-même. Alors, le livre que Alyosha et Mathieu ont mentionné, donc La société n'existe pas, c'était justement donc cette
voilà, cette réflexion, c'est un tout petit livre, hein, donc du coup il aurait fallu faire beaucoup plus, mais le format du coup était tourné vers quelque chose de succinct. C'était finalement essayer de faire un bilan de cette formule de Margaret Thatcher, formule bien connue, la société n'existe pas, there is no such thing as society, comme étant justement l'une des expressions de cette déliquescence que le tournant néolibéral des économies, du moins à l'échelle occidentale, mais plus largement à l'échelle planétaire, a entraîné. Et dans le cadre de mes recherches, j'étais tombé sur ce travail de collage d'un artiste qui entre-temps a connu une belle carrière, qui s'appelle David Batchelor, qui en France est notamment connu, alors c'est anecdotique, mais ça peut vous intéresser, est connu pour un livre traduit qui s'appelle La peur de la couleur. C'est quelqu'un qui a théorisé l'idée de chromophobie, comme étant un mouvement voilà, qu'on peut repérer, qu'on peut repérer jusque dans la littérature. Je sais que Peter Zendy est un grand fan de Moby Dick et de Herman Melville, et donc la grande baleine blanche, et voilà, sa valeur achromatique même dans la phénoménologie de Moby Dick participe justement de cette chromophobie que David Batchelor a essayé de reconstituer. Voilà, ça peut éventuellement vous intéresser les unes ou les autres. Et voici David Batchelor à ses débuts, lorsqu'il suit, en tant qu'étudiant de master, il y en a donc beaucoup dans la salle, un cycle à l'université de Birmingham, en Cultural Studies, et qu'il se retrouve à l'hiver 1980 confronté à l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, à avoir cette ambition qu'il a du mal même à décrire rétrospectivement. Il voit Margaret Thatcher arriver comme étant une figure de pouvoir plus ou moins indiscernable, dont il a senti finalement le besoin de lui donner une forme plastique. Et voilà, à l'hiver 1980, il s'est lancé dans une série de collages, et notamment celui-ci qui a été un de mes points de départ pour cette réflexion. Ça n'est pas moi finalement qui ai voulu, disons, à tout prix corréler la figure classique de l'État, ce Léviathan, dont vous voyez sur la partie gauche une gravure classique au milieu du XVIIe siècle. Cette voilà, figure qui a accompagné, figure mythique sur laquelle je ne peux pas m'étendre, mais évidemment toute question sera bienvenue, cette idée de Léviathan qui est une idée biblique, que Thomas Hobbes, philosophe, théoricien moderne de l'État, s'il en est, a finalement reprise pour essayer de définir ce qu'est l'État moderne au milieu du XVIIe siècle, en ayant commandé à un artiste français, Abraham Boss, cette gravure qui visait finalement à lui donner une forme synthétique. Et Batchelor, à l'autre bout du spectre, finalement, a vu Margaret Thatcher. Il a aussi vu Margaret Thatcher avec cette autre phénoménologie. Il ne se rappelle plus où il a trouvé cette coupure de presse. Il la resitue probablement dans le Guardian, donc journal de gauche britannique. Margaret Thatcher, alors ça se voit peut-être pas de manière très nette, mais qui est composé, le visage est entièrement composé de cartes perforées informatiques, avec une légende qui est She wants small businesses to grow, it's all right by us. Si elle a envie de développer les petites entreprises, sous-entendu avec une modification de l'infrastructure communicationnelle et informatique pour appuyer justement ce type de mouvement, eh ben c'est bon pour nous. Et voilà, donc l'histoire finalement s'arrête là dans la reconstruction de David Batchelor, mais une autre incarnation finalement qui peut nourrir aussi nos échanges ce soir, c'est-à-dire encore une fois Margaret Thatcher, une figure finalement de ce tournant néolibéral qui a des vraies difficultés à pouvoir être représentée. Tout le travail de Frederick Jameson que j'ai mentionné auparavant a finalement consisté à ça, à essayer de trouver des outils critiques qui permettent de lui donner une forme, donc une intelligibilité. Mais voilà, donc encore un endroit où finalement le néolibéralisme a trouvé cette incarnation, cette fois-ci féminine, avec aussi les implications évidemment que ça pose sur une histoire de la représentation du politique dans une perspective plus longue. Finalement, l'endroit le plus biographique et peut-être le plus important pour moi dans voilà,
la compréhension que je peux avoir du sens de ce séminaire, de cet argumentaire, c'est pas tant finalement sur des images du néolibéralisme, des images de l'économie que j'aurais pu trouver dans mon travail, que finalement le sens de mon travail lui-même, au sens où j'ai voulu finalement l'ancrer dans certaines dynamiques d'idées, dans certains mouvements d'idées qui, vous allez le voir, sont concrètement aux prises avec l'hypothèse néolibérale. Je me suis pas mal intéressé en marge de mes travaux, on va dire proprement dit, à traduire et à diffuser des idées. Je l'ai fait avec une excellente maison d'édition locale, les Presses universitaires de Vincennes, en 2017, avec un petit ouvrage intitulé Les études visuelles, qui cherchait à faire un bilan sur un champ de recherche qui s'appelle les Visual Culture Studies. Et finalement, j'ai voulu inscrire, alors ce serait un long méta-commentaire de vous dire de quoi sont faites les études visuelles en termes de méthode ou en termes de perspective. Plutôt que de l'aborder frontalement, je vais plutôt le reconstituer, vous allez le voir, par petites touches. Et ça peut faire l'objet aussi d'un questionnement plus large, c'est-à-dire finalement comment la théorie fait partie de l'économie, comment est-ce que les idées elles-mêmes sont prises dans ce flux et dans cette circulation des formes et des éléments de sens. En fait, c'est pas un champ qui, du coup, est vierge de problèmes sur le plan du tournant néolibéral, parce que certains ou certaines, des détracteurs, des détractrices, tout simplement, ont considéré que ce mouvement d'idées dans les années 1990, pour le périodiser à cet endroit-là, participait précisément du tournant néolibéral des sociétés. Vous savez, et l'affichage à Paris 8 est explicite, comme toujours, à cet endroit-là, que les universités sont en danger, les universités sont en mouvement, les universités manquent de moyens, les universités sont de plus en plus aux prises avec des logiques qui sont celles, justement, du néolibéralisme. Dans le monde anglo-américain, ça a été repéré très tôt, et ça a été repéré aussi à l'endroit où de nouveaux mouvements d'idées étaient justement en train d'émerger. Inventer de nouveaux paradigmes, inventer de nouveaux champs d'idées, de nouveaux programmes, de nouveaux masters. Est-ce que ça ne participe pas finalement d'une performativité finalement de la transformation de ces institutions? Rosalind Krauss, qui est une historienne de l'art américaine extrêmement importante, très connue en France parce que très traduite, elle a également été commissaire d'exposition au Centre Pompidou, a été finalement, alors il y en a bien d'autres, mais une figure centrale d'un conflit autour justement de cette émergence, c'est-à-dire faire des études visuelles qui semblent aujourd'hui relativement anodins comme champ de recherche et comme perspective. Ça ne l'est pas. Dans les années 90, c'est véritablement vu comme étant un mouvement possible de transformation néolibérale des programmes en art. L'histoire de l'art comme discipline, les arts plastiques, en gros, ces champs vont-ils résister à cette reconfiguration-là? Donc tout ça pour vous dire que finalement, je cherche ce soir aussi à faire un travail de réflexivité, c'est-à-dire à mettre les savoirs au centre finalement du périmètre de réflexion du séminaire, en montrant que les choses justement ne vont pas de soi et qu'on ne peut pas, je pense que on n'est pas nombreux dans la salle, quel que soit finalement notre âge, notre positionnement, à pouvoir d'office considérer que notre pratique ou notre discours ou nos travaux sont totalement exempts de ces mouvements en fait économiques, infrastructurels. Je hais la culture visuelle. Rosalind Krauss, au moins quand elle pense, elle est claire à cet endroit. Ce que j'ai à l'encontre des Visual Studies tient à leur projet visant à se débarrasser des disciplines. En gros, ce qu'elle dit est finalement quelque chose qui me semble à la fois vrai et faux, les deux en même temps. Elle posait tout simplement l'hypothèse de on invente les études visuelles et quand on a un département en art plastique, qu'on a un département en cinéma, qu'on a un département en histoire de l'art et que tout ça manque de moyens, pourquoi ne pas inventer un super département d'études visuelles où finalement les postes seront réduits, les cours seront mutualisés. Et, bon, toute ressemblance avec certaines transformations de l'université comme vous pouvez la vivre serait purement fortuite, évidemment. Pour moi, il y a une part de cette hypothèse qui véritablement tient. Ce qui m'intéresse dans un deuxième temps, c'est de montrer finalement comment est-ce que dans une histoire des idées périodisée, on arrive à comprendre finalement aussi le retournement néolibéral à travers finalement l'existence même de cette idée de visual studies, de visual culture.
Et finalement, je vous ai aussi retraduit de façon limpide, me semble-t-il, l'hypothèse de Rosalind Krauss à partir des termes du séminaire. La culture, entre parenthèses visuelle, incarne même plus largement la logique propre de la phase dite tardive du capitalisme. Finalement, ça se joue aussi à cet endroit-là. On peut tout à fait voilà, jouer avec les mots pour retrouver cette hypothèse-là. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de revenir à des phases antérieures de la critique culturelle pour arriver à trouver le sens finalement de ce qui inquiète Rosalind Krauss dans les années 1990. Je pense qu'effectivement, la perspective de faire un champ de recherche qui s'appelle l'étude visuelle n'est pas intrinsèquement une perspective néolibérale, mais que le moment de la formulation coïncide effectivement avec ce qu'elle a soupçonné, c'est-à-dire une transformation profonde finalement du sens de l'université, de ses moyens, de ses logiques de financement et voilà, de tout un aspect, tout un ensemble de transformations qui sont concrètement néolibérales. Pour pouvoir finalement se saisir de ça, il faut envisager le fait que bon, ce qui s'appelle culture en tant que terme même connaît une relativité et une historicité. C'est-à-dire en 2024, on est dans un monde où finalement le terme de culture est disputé. Il faut envisager le fait que justement une partie de ce qui s'appelle culture est pris par le néolibéralisme, quand d'autres segments de ce qui s'appelle culture sont plutôt dans des logiques de résistance. Et que finalement, pour retrouver l'argument du séminaire, ce serait ça, c'est recomposer les fractures du champ culturel et du sens même de la culture autour de ces logiques de transformation. Un auteur peu traduit en français malheureusement, mais très important dans le champ de ce qu'on appelle les cultural studies. Je vais y venir, c'est un champ qui moi m'importe beaucoup parce que j'y vois justement en gros les origines de ce qui s'appelle visual culture studies. Il y a une histoire propre qui me semble importante à saisir à cet endroit. Raymond Williams, donc théoricien littéraire, mais qui est aussi un grand sociologue de la culture, qui s'est justement posé comme tâche assez titanesque dans plusieurs ouvrages d'essayer de faire une histoire du concept de la culture, depuis le XVIIIe siècle en Angleterre. C'est quelqu'un qui a finalement pris acte aussi de cette possibilité, c'est-à-dire ce qui s'appelle culture n'a pas toujours désigné la même chose, et le capitalisme comme phénomène de transformation des sociétés économiques a accompagné précisément ce mouvement-là. Ça fait partie des grandes hypothèses de Raymond Williams. Je citerai un de ses ouvrages un peu plus loin, mais vous retrouvez ça finalement dans un autre livre qui est très utile, alors, qui sera à la fois un livre formidable à traduire en français, qui dans le même temps est déjà dépassé, donc ça le laisse finalement dans les limbes, c'est-à-dire on retourne toujours chez Raymond Williams au même endroit et on sait que finalement ça ne sera probablement jamais traduit. J'ai eu envie de faire ça moi à un moment, de traduire le Keywords, qui est un dictionnaire en fait culturel que Williams avait composé justement dans son entreprise depuis les années 50. Il partait du principe qu'on ne pouvait pas écrire un livre d'histoire du concept de culture sans faire finalement une généalogie historique de tout un ensemble de concepts. Alors la démocratie, le sexe, enfin ça va dans plein de directions de telle façon à pouvoir justement recomposer cette évolution de la culture. Bon. Dans une longue définition du keyword, je vous ai pris un tout petit élément qui du coup permet déjà de comprendre tout simplement de quoi il peut être question. It is especially interesting that in archaeology and in cultural anthropology, the reference to culture or our culture is primarily to material production, while in history and cultural studies, the reference is primarily to signifying or symbolic systems. C'est-à-dire, il écrit à la fin des années 70, en regardant le périmètre disciplinaire des savoirs concernés par la culture, et dit, du côté de l'anthropologie, on est beaucoup plus avec des acceptions matérielles ou matérialistes, alors que lui, dans le champ des cultural studies ou dans le champ de l'histoire, disons histoire des mentalités, histoire culturaliste, culturelle, l'enjeu est beaucoup plus symbolique. C'est-à-dire, il repère même à cet endroit-là des lignes de fracture. Alors, c'est discutable, c'est complexe quand on voit justement l'organisation des savoirs, y compris des savoirs contemporains, mais voilà, en tout cas, quelque chose de signifiant à cet endroit.
moi, finalement, je me suis posé cette question-là. C'est-à-dire, si je veux faire des études visuelles et utiliser un concept de culture visuelle, que vais-je faire de telle façon à avoir quelque chose qui me semble opératoire et qui tienne compte de ce type de mouvement, que j'avais peut-être pas autant conscientisé que je ne l'ai conscientisé aujourd'hui. C'est aussi le sens, finalement, de mon propos. Mais je m'étais demandé, finalement, si je devais donner une définition de la culture visuelle, que faire? Vais-je gloser les 50 définitions qui existent dans le monde anglo-américain de telle façon à essayer de toutes les réconcilier? Vais-je arbitrairement choisir chez tel auteur ou telle autrice une définition de la culture visuelle qui du coup devrait faire autorité? Et finalement, le geste que j'ai cherché à faire est le suivant. Je suis reparti d'une définition finalement assez franco-française d'une certaine façon. Je suis parti de la thèse numéro 4 de l'ouvrage le plus connu du théoricien situationniste Guy Debord, publié en 1967, La Société du spectacle. Thèse numéro 4, qui définit justement ce que Debord entend par spectacle et que j'ai détourné. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, mais Debord a une méthodologie du détournement qu'il a finalement mis en place toute sa vie. J'ai tout simplement réinjecté dans la définition debordienne du spectacle l'idée de culture visuelle. Ça avait fait le socle finalement de ce livre, Les études visuelles, en 2017. La culture visuelle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Bon, j'espère ne pas vous embrouiller trop à ce stade, parce que finalement je passe d'un auteur à l'autre et je jongle un peu de façon un peu délirante. Mais bon, toute question, encore une fois, est bienvenue pour des éléments de cadrage. Je parie sur certains centres d'intérêt, certains éléments de connaissance. Je sais que je peux taper à côté pour certains ou certaines, vous n'hésiterez pas. Le sens, finalement, il était lequel? Il était repartir finalement de cette culture visuelle qu'il s'agit de définir au milieu de ces accusations comme étant un objet d'intérêt tout à fait compatible avec une transformation néolibérale des savoirs, partir de ce constat et essayer de réinjecter du sens et des éléments de définition qui finalement allaient reprojeter cette définition dans un cadre clairement politisé, voire révolutionnaire. Société du spectacle de Guy Debord, c'est le manuel situationniste par excellence, publié un an avant mai 1968 et qui accompagne les débats politiques de ce temps-là. Donc, l'hypothèse finalement de réinjecter cette idée de culture visuelle à travers cette définition-là. Non pas la culture visuelle comme ensemble d'images, comme ouverture de l'histoire de l'art. Bon, je passe très vite là-dessus, mais c'est une des choses qui m'embêtait par excellence dans cette affaire. C'est-à-dire d'être coincé entre le fait que la culture visuelle, c'est simplement l'ouverture de l'histoire de l'art vers le champ des images élargi, et l'idée finalement d'avoir en fait d'être coincé entre une discipline rétrograde instituée et d'être coincé de l'autre côté avec l'hypothèse néolibérale, d'avoir finalement quelque chose qui permettrait de recomposer les choses avec ce geste de périodisation. En fait, tout simplement, quand on est marxiste, un rapport social, ce que Guy Debord finalement mobilise dans sa définition, c'est quelque chose que le détournement permet aussi de remettre en puissance. Mais ça nécessiterait finalement un temps beaucoup plus long. Disons que la culture visuelle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Raymond Williams aurait pu le dire aussi, et ça permet finalement de réinjecter des éléments de sens à cet endroit. Et puis je voulais tout simplement faire ce long commentaire, parce que je sais qu'il y a à cette tribune quelqu'un qui a aussi réfléchi au rapport, puisque Peter, tu mentionnes dans ton livre, et tu en parleras peut-être tout à l'heure, dans le supermarché du visible, nous devons dire et redire qu'il n'y a pas d'image, que des rapports entre elles. Finalement, il y a aussi, on va dire avec une approche plus libre que celle finalement que je me suis donnée comme cadre méthodologique, on retombe finalement sur ces ensembles de problèmes. Bon, il me reste, pour tenir mon temps de façon rigoureuse, une grosse dizaine de minutes. J'essaie simplement de vous montrer finalement à quoi ça peut servir
parce que peut-être que justement ça n'est pas d'une clarté totale. L'ambition, c'est justement celle-ci, c'est-à-dire d'arriver à voir comment est-ce qu'effectivement on est pris dans des mouvements d'idées et comment en fait des formes, des strates de reconstruction intellectuelle permettent justement de statuer sur le sens qu'il y a à penser d'une certaine façon et à mobiliser certains corpus dans certaines directions. Ça permet finalement de prendre un recul autocritique sur le sens de la théorie, voire sur le sens de la recherche. En fait, ne jamais oublier, quels que soient les concepts que vous manipulez, que ces concepts-là ont une histoire et connaissent des cycles, alors que vous soyez fan de Michel Foucault, de Gilles Deleuze ou de Judith Butler, ne jamais oublier que finalement les idées sont prises dans des gestes théoriques et très souvent ont des généalogies que voilà, la reconstruction éclaire, pas simplement une exégèse abstraite, mais finalement des couches d'usage qu'on peut finalement reconstituer. Ça fait partie d'un travail plastique de la pensée, j'allais dire, qui fait sens évidemment aussi pour des étudiants et des étudiantes en art. Le concept de spectacle de Guy Debord, par exemple, il a une histoire. Il est théorisé à la fin des années 1960, au tournant des années 60, parce que Debord finalement commence très tôt son affaire, et lui-même a périodisé le sens de ce spectacle dans le mouvement du capitalisme. Il dit en 1988, dans un texte ultérieur, « Mais enfin, la société du spectacle n'en a pas moins continué sa marche, elle va vite, car en 1967, elle n'avait guère plus d'une quarantaine d'années derrière elle, mais pleinement employée. » Debord dit « Le spectacle est un concept précis qui est lié à une histoire précise, fin des années 20, un ensemble de phénomènes. » Alors, il reste peu clair sur les phénomènes finalement qu'il considère, mais en tout cas, la datation, elle, est relativement précise. À côté de ça, Raymond Williams, là, vous voyez finalement peut-être mieux où je voulais en venir, ce concept de culture qui glisse entre les mains, qui finalement fait l'objet de cet argumentaire. Je suis toujours au même endroit, l'argumentaire du séminaire, cette culture qui serait colonisée par le néolibéralisme. Williams, dans son exégèse, finalement arrive à montrer aussi une périodisation qu'il reconstitue. La culture comme non indépendant, comme processus abstrait ou comme production d'un tel processus n'a pas d'importance avant la fin du XVIIIe siècle et n'est aucunement commun avant le milieu du XIXe siècle. Le concept de culture chez Williams, et c'est ça l'hypothèse fascinante chez lui, c'est un concept qui trouve sa maturité de sens avec l'émergence du processus capitaliste au sens fort du terme dans la culture anglaise, plus particulièrement. Voilà, là je vous indique l'autre référence, Culture and Society, 1780-1950, c'est grand ouvrage de Williams publié en 1958 et qui est toujours inédit aujourd'hui. Donc finalement 1780, c'est pas un hasard, il le place véritablement comme borne historique parce que précisément il y a cette émergence-là, c'est-à-dire le concept de culture vient finalement se figer sur le développement du capitalisme en Grande-Bretagne. Alors ça, au moins trouve des images, parce que je commençais à vous laisser dans des citations abstraites et dans une pauvreté iconologique qui n'allait pas ouvrir le débat avec Peter, mais on retrouve ici des images et des thèses finalement qui, après un long commentaire, finalement s'éclairent d'elles-mêmes. Ceci de Raymond Williams existe, c'est paru dans les actes de la recherche en sciences sociales, Pleasant Prospects, en langue originale, plaisante perspective, invention du paysage et abolition du paysan. Finalement, comment la peinture de paysage en Angleterre au XVIIIe siècle est sans doute le corpus le plus révélateur de cette transformation, émergence de la culture comme concept arrivé à maturité et articulation forte à l'économie capitaliste agraire en Angleterre à l'époque. On a une image pour finalement le visualiser, Thomas Gainsborough, Mr. and Mrs. Andrews, 1750, on est un peu plus tôt que la périodisation de Williams. Voilà, tout simplement, monsieur et madame Andrews et leurs chiens posent devant la campagne qui finalement est leur propriété. Les paysans qui la travaillent ne sont pas représentés, mais le travail, les fagots, toute l'organisation du paysage est bien là pour le prouver. On a finalement voilà,
voilà, cet élément d'iconologie voilà, qui vient en renfort finalement de la thèse de Williams. Plein de problèmes encore, mais j'essaie d'être bref, synthétique et clair si j'y arrive. Bon, il y a un sens effectivement à cette périodisation. Ça a un sens finalement au niveau de la culture visuelle comme autour de n'importe quel concept. Au-delà finalement de cet enjeu néolibéral que j'ai pointé au départ, c'est finalement un mouvement plus large d'usage des idées dans le champ contemporain. Notamment dans un ouvrage intitulé Culture visuelle, images, regards, médias, dispositifs, font justement remonter le concept de culture visuelle à la fin des années 1920, c'est-à-dire à l'émergence d'une culture de l'œil, de l'objectif photographique ou cinématographique. Et justement, moi, ça me semble une hypothèse pauvre. Alors, j'interdis pas de l'inclure dans la réflexion, mais ça me semble être une hypothèse pauvre parce que justement, en ayant fait ce travail de réflexion sur le concept de culture, je pense que structurellement, on est obligé de penser un cycle long qui ramène au moins jusqu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, c'est pas parce que Béla Balázs, un certain nombre de théoriciens comme Laszlo Moholy-Nagy, qui sont des penseurs extrêmement importants du 1er et 20e siècle, ont formalisé l'idée d'une culture visuelle qui serait intrinsèquement liée au cinéma et à la culture cinématographique ou photographique, que finalement la culture visuelle trouverait là ses origines. C'est dans un cycle beaucoup plus long, me semble-t-il, autour du concept de culture, dans ses liens voilà, aux transformations structurelles des sociétés, qu'il vaut beaucoup mieux voilà, il vaut mieux réfléchir par là, finalement. Bon, et finalement, où est-ce que je pouvais vous amener à un endroit peut-être de reconstruction, de perspective aussi pour vos débats futurs ou pour vos réflexions. Le concept de spectacle de Guy Debord est, à mon avis, un concept très important aujourd'hui à reconsidérer avec cet enjeu de périodisation du capitalisme. Debord, en 1988, dit le spectacle, lorsque je l'ai théorisé dans les années 60 avec 40 ans d'âge, il définit très clairement finalement dans un second 20e siècle des mouvements du capitalisme qui du coup obligent à réfléchir aux transformations de la culture que lui associe à cette idée de spectacle. Et il me semble aussi qu'avec Debord, il y a un programme qui s'est redessiné au cours des dernières années, avec l'entrée des archives de Guy Debord à la Bibliothèque nationale de France, avec leur exploitation par Laurence Lebras, qui est conservatrice à la BNF, et par Emmanuel Guy, qui a notamment fait une thèse publiée aujourd'hui sur Debord stratège. On a redécouvert finalement au moment où les archives de Debord ont été déposées à quel point Debord fut un stratège tout au long de sa vie. Il a envisagé finalement le capitalisme très vite à partir d'un certain paradigme qui est la stratégie militaire et qui est finalement aujourd'hui, me semble-t-il, un des endroits où la pensée critique ne s'engage pas totalement, mais énonce finalement ce besoin de façon récurrente. Comment finalement penser le capitalisme aujourd'hui? Il faut le penser en stratège. Le réalisme capitaliste de Mark Fisher, qui fait aussi voilà, point d'appui de ce séminaire, Mark Fisher l'a énoncé très clairement dans la conclusion de son livre. Il faut commencer, comme si c'était pour la première fois, à élaborer des stratégies contre un capital qui se présente comme ontologiquement tout autant que géographiquement généralisé. Finalement, derrière cette idée de stratégie, c'est-à-dire d'organisation concrète de la pensée en vue de trouver un certain nombre d'alternatives pour celles et ceux qui les cherchent, envisager concrètement
peut-être l'international situationniste au-delà de son économie, c'est-à-dire de sa pensée visuelle. Cet autre aspect finalement qui s'est révélé avec l'entrée des archives de Debord à la BNF, cette pensée stratégique. Vous voyez notamment ce jeu de la guerre que Debord avait formalisé très tôt dès les années 1950 et auquel il a consacré une grande partie de ses loisirs, pour le dire de cette façon-là, jusqu'à sa mort en 1994. Une modélisation inventée par ses soins qui reprend finalement les bases du combat militaire depuis le XVIIIe siècle, depuis le début du XIXe siècle. C'est principalement les guerres napoléoniennes que Debord a envisagées. Avec l'idée d'en faire justement un exercice pratique de pensée dialectique, avec l'ambition voilà, de développer non seulement pour quelques stratèges élitistes, mais aussi pour tout un chacun. Il a pensé à en faire une commercialisation. Ça coûte 1 000 € minimum sur les sites marchands pour geeks des jeux de plateau aujourd'hui. Un certain nombre d'exemplaires ont été commercialisés. L'ambition était véritablement d'apprendre à jouer aux jeux de la guerre pour trouver précisément, concrètement aujourd'hui, des alternatives à cette situation des temps présents. Et finalement, voilà, c'est à 39 minutes là-dessus que je m'arrête. L'ambition, finalement, du séminaire, c'est de réfléchir à un état des lieux. J'ai essayé de le faire de façon sans doute un peu jonglante, c'est-à-dire en passant de problème en problème. Mais finalement, le terme de ce séminaire est de réfléchir à des possibilités d'alternatives, à des interstices. Je crois que c'est le terme que vous aviez utilisé. Et finalement, c'est voilà, ce type d'objet, je pense qu'il faut aussi reconsidérer dans ce type de perspective, voir finalement les éléments matériels concrets qui ont été envisagés à certains moments pour pouvoir guider et accompagner la pensée. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Peter Zendy. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bon. Je vais enchaîner et puis on va voir où est-ce que nos deux propositions vont se croiser dans la discussion que certainement on aura. Merci pour ce bel exposé. Je voudrais aussi remercier chaleureusement Alyosha et Mathieu pour leur invitation à participer à ce séminaire. Et oui, je voudrais dire que je suis très heureux de nouer ce dialogue avec Maxime, dont le travail sur l'iconologie ou l'iconographie politique croise, je crois, en bien des points ce que j'ai tenté de déployer et ce dont je vais parler aujourd'hui au titre d'une iconomie. Et bon, j'espère que je ne vais pas verser dans une simplification à outrance si je vois une espèce de croisement, ce qu'on pourrait appeler un chiasme entre nos approches, là où la réflexion de Maxime trouve son ancrage, pour ce que j'en connais, notamment dans les images de la multitude, celles que forme, il a écrit par exemple sur les Black Blocs, ou bien dans l'ouvrage récent qui a été cité, la multitude des mineurs grévistes à l'ère du thatcherisme. Donc, image de la multitude, moi, mon point de départ aura été banalement, finalement, la multitude des images. Et quelque part, à l'intersection de ces deux approches, il y a effectivement, Maxime en a parlé, le frontispice du Léviathan de Hobbes. Je ne connaissais pas ce magnifique collage de David Batchelor, mais ça m'a beaucoup frappé, avec cette espèce d'équivalence, je ne sais pas si c'est le mot, enfin d'écho, d'analogie qui est proposée, analogie visuelle, entre ce que j'ai d'abord vu comme des pixels, tout en me disant aussitôt en 1980, non, c'est pas ça. Je pensais ensuite le grain de l'image, et puis tu nous as dit finalement que c'était des cartes perforées informatiques qui composaient le visage de Thatcher, d'un côté, et puis de l'autre côté, ces sortes de grains ou pixels ou cartes informatiques de l'État, au fond, que sont les sujets qui composent
le grand Léviathan, cette sorte voilà, ces sujets assujettis qui composent l'image de l'État. Voilà, enfin, ce frontispice constitue un point de référence important pour Maxime, dans ce que je connais de son travail. Par exemple, cet article dans la revue Terrain, Théorie, intitulé « Le Black Bloc, terrain visuel du global » en 2016, ou bien aussi dans le livre récent qui a été cité, « La société n'existe pas ». Et comme il l'a rappelé lui-même, j'ai aussi pu écrire sur ce frontispice du Léviathan, notamment dans l'ouvrage qui a été cité, Pouvoir de la lecture. Et ça m'intéressait, moi, la place que ce frontispice assigne au spectateur qui le regarde, c'est-à-dire celui ou celle qui ouvre le livre, et qui se trouve vraiment dans une position instable, et cette instabilité est très intéressante, entre le fait d'appartenir à la multitude. On est au même niveau, on fait partie finalement du point de vue, dans notre point de vue de perspectiviste, on regarde le souverain, nous aussi, et en même temps, on est pratiquement dans une sorte de face-à-face avec ce souverain. Donc on est à la fois dans la multitude et en dehors. C'est très intéressant cette position. Alors je suis sûr que, bon, à partir de là, il y aura, à partir de là et d'autres points que Maxime a évoqués, il y aura une discussion intéressante entre nous et avec vous. Alors, je vous disais qu'au risque de répéter un cliché, c'est encore une fois de la multitude des images que je voudrais partir pour ma brève intervention ce soir. Vous le savez tous, la quantité des images en circulation aujourd'hui est immense et vertigineuse. Je suis presque tenté de dire sublime, à condition qu'on puisse parler, par exemple, d'un sublime économique, qui serait une sorte de variété du sublime mathématique. Bon, on le sait, mais en même temps, c'est jamais inutile de rappeler quelques chiffres. En 2019, c'est-à-dire il y a déjà 5 ans, YouTube se vantait sur son blog officiel, qui est blog.youtube/presse, se vantait d'accueillir plus de 500 heures de vidéos mises en ligne chaque minute, ce qui veut dire 720 000 heures chaque jour, ce qui veut dire l'équivalent de plus de 80 années chaque jour. C'est-à-dire qu'il y a plus qu'une vie d'images mises en ligne chaque jour. Et je n'ose pas imaginer combien de vies il faudrait si on comptait aussi les photos, non seulement les vidéos, donc, mais aussi les photos prises et échangées par des êtres humains, mais encore les images de surveillance captées en permanence par des machines, l'imagerie médicale par exemple, et désormais les images générées par des programmes d'intelligence artificielle, par exemple en réponse à des prompts, c'est-à-dire à quelques mots-clés. Un artiste américain que vous connaissez peut-être, du nom de Trevor Paglen, dans un article pionnier paru en 2016 et intitulé « Invisible Images », les images invisibles, paru dans la revue The New Inquiry. Vous le trouvez facilement en ligne, thenewinquiry.com. Trevor Paglen écrivait ceci, je cite, « La culture visuelle humaine est devenue un simple cas particulier de la vision, a special case of vision, voire une exception à la règle, car, je cite encore, l'écrasante majorité des images est désormais produite par des machines pour d'autres machines, les humains étant rarement dans la boucle. » Fin de citation. Il donne toute une série d'exemples, depuis les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation jusqu'aux caméras des centres commerciaux qui suivent le mouvement et détectent les expressions faciales des consommateurs, en passant par les dispositifs d'imagerie permettant de contrôler l'emballage, la distribution des produits. Bref, il énumère toute une série d'images que, en d'autres temps et dans d'autres contextes, on aurait sans doute, c'est-à-dire dans des temps anciens, on aurait sans doute appelé achyropoïète. Vous connaissez peut-être ce mot. C'est un terme qui a été utilisé, par exemple, pour le suaire, le Saint-Suaire, le suaire du Christ, ou pour toutes sortes d'images qui, littéralement, ça veut dire non faites à la main, non faites par la main de l'homme.
Donc des images voilà, qui semblent se faire elles-mêmes finalement. Oui ? Oui, absolument, absolument. Et n'hésitez pas, oui, merci de me le demander. Donc ça s'écrit, enfin il y a plusieurs translittérations parce que c'est un mot grec, mais en gros une des orthographes possibles, c'est A-C-H-I-R-O-P-O, I tréma, E accent grave, T-E-S, si c'est au pluriel. Voilà. Akiropoiet. Ça vient du grec kiro, keir, en grec c'est la main, comme dans chirurgien. Le A est un A privatif, donc akiro, poiet, poietes, ça vient du grec poiein, qui veut dire produire. Donc des images non produites à la main, littéralement. Et donc, à toutes ces images, dispositifs de contrôle, d'expression faciale, etc., comme je disais, il faut ajouter aujourd'hui les images générées par intelligence artificielle qu'on pourrait décrire comme des images d'images, en fait. Parce que ce sont des images composées de et à partir de milliards d'images. Ce sont des images statistiques, au fond, qui sont des moyennes d'images, si vous voulez, comme l'a dit l'artiste allemande Hito Steyerl, dont vous avez peut-être entendu le nom, dans un article relativement récent, je crois paru dans la revue, excellente revue en ligne, eFlux, E-flux. Elle parle de mean images, ce qui est un jeu de mots intéressant, ça en dit long, sur les images moyennes. Mean en anglais c'est la moyenne, et mean ça veut dire aussi méchant, enfin voilà, mauvais, malin dans le sens voilà, mean images. Bref, la part croissante du visible qui échappe à l'emprise sensorielle humaine, c'est ce que Trevor Paglen, dans cet article que j'ai cité, Invisible Images, c'est ce qu'il appelle, d'un terme volontairement paradoxal, la culture visuelle. Alors, ça sera peut-être un point de discussion, la culture visuelle invisible. Lui, il parle de invisible visual culture, c'est-à-dire, en fait, la visibilité est de plus en plus que jamais ce qu'on pourrait appeler un trop-plein iconique, une surabondance d'images. Et cette surabondance d'images, elle va de pair avec ce que j'appellerais une économie de l'ombre, c'est-à-dire une économie cachée qui soutient cette production d'images. Donc un versant obscur ou un versant sombre de cette surproduction d'images. Alors, qu'est-ce que c'est ce versant sombre, cette économie de l'ombre? Ce sont d'abord, bien sûr, des masses, on le sait, des masses de travailleurs du clic qui représentent aujourd'hui le travail à la chaîne, ce qu'on pourrait appeler le travail à la chaîne de la visibilité, effectué par une main-d'œuvre bon marché, souvent dans le sud global, et une main-d'œuvre dont le labeur quotidien consiste à organiser et à gérer la circulation des images. Par exemple, cette main-d'œuvre assure le tagage des images en termes de contenu, avec des effets souvent très traumatiques sur ces travailleurs du visible, comme on pourrait les appeler, qui sont condamnés à visionner de la torture, de la pédopornographie, pour les écarter du marché de la visibilité. Et puis cette main-d'œuvre, elle assure aussi toutes sortes d'autres opérations, comme le périmétrage des objets que les images représentent, pour préparer ces images à être traitées par des programmes d'intelligence artificielle. Donc, d'une certaine manière, l'analyse marxienne de l'extraction de la plus-value à partir du travail impayé, eh bien, elle n'a rien perdu de son actualité dans l'économie actuelle des images. Mais ce qui se passe aussi dans l'ombre des images, ou plutôt, cette fois, sous la surface visible des images, eh bien, c'est toute une série d'opérations d'encodage par lesquelles, là aussi, de la plus-value est extraite, mais extraite, au fond, du simple fait de voir, c'est-à-dire du travail de notre appareil perceptif, de notre appareil visuel. Je m'explique. Comme on le sait tous,
plus ou moins. Les images numériques sont codées et puis décodées par ce qu'on appelle des codecs, c'est l'abréviation de codeur-décodeur. Et elles sont codées en fait pour économiser, de manière à économiser de l'espace, c'est-à-dire techniquement de la largeur de bande sur les réseaux où elles circulent. Pour en donner un exemple très simple, un ciel bleu va occuper moins de place sur les routes où circulent les images, c'est-à-dire à l'intérieur des câbles souterrains ou sous-marins ou sur les ondes radioélectriques qui les transportent. Un ciel bleu va occuper donc moins de place si la caractéristique colorée de ce ciel est exprimée non pas par la précision de la nuance exacte de chaque élément de l'image, de chaque pixel, mais par exemple par une formule de répartition statistique. On économise de l'espace numérique. C'est ce qu'on appelle de la compression. Et l'essentiel dans ces compressions, c'est qu'elles passent inaperçues. Elles passent inaperçues soit parce que le gain d'espace se fonde sur l'élimination de ce qui est simplement de l'ordre de la redondance. Si vous avez une répétition de pixels bleus, alors il suffit d'une formule pour l'exprimer, au lieu de répéter chaque fois l'indication du pixel, soit parce que les gains d'espace profitent de lacunes ou de zones d'insensibilité qui sont inhérentes à notre appareil perceptif. Il semble qu'on discrimine moins bien à l'intérieur du bleu que pour d'autres couleurs, et donc on peut là gagner de l'espace sur les réseaux numériques sans que ça soit remarqué par notre appareil perceptif. Donc, tout ça pour en venir à un concept que je trouve extrêmement intéressant, qu'on doit au théoricien des médias Jonathan Stern, auteur d'un magnifique ouvrage intitulé MP3, qui revisite le concept marxien de plus-value à l'ère du numérique en parlant de plus définition. Plus-value en anglais c'est surplus value, et lui il parle de surplus definition, donc une sorte de plus définition qui désigne très exactement cet excédent d'espace qui peut être dégagé grâce à une définition plus basse de l'image, mais une définition imperceptiblement plus basse, une définition plus basse mais qu'on ne remarque pas en tant que telle. Et donc ça crée ce qui produit donc de la plus définition, c'est-à-dire une forme particulière de plus-value. Eh bien, c'est le travail, ou j'ai presque envie de dire l'infra-travail, parce que c'est un travail qu'on ne remarque pas non plus, l'infra-travail de la perception, tout simplement. Voilà, donc un bref aperçu, trop bref, de ce qui se passe et de ce qui se trame dans l'ombre des images, c'est-à-dire sous leur surface visible. Alors, on peut se demander à quoi sert, ou plutôt pourquoi est-ce qu'il est nécessaire ce travail de la visibilité qui, comme je l'ai dit, reste quant à lui invisible. C'est un travail de venue à la visibilité, mais qui en tant que tel reste invisible. Jonathan Stern, toujours lui, toujours dans ce même ouvrage, MP3, a proposé de caractériser la compression, cette compression dont je vous parlais, comme, je le cite, le processus qui rend un mode de représentation adéquat à ses infrastructures. En gros, qui rend l'image adéquate aux infrastructures qui vont la transporter. Ça veut dire que la compression d'une image, c'est la manière de la préparer, de l'apprêter en vue de son transport à travers une infrastructure routière en forme de réseau câblé, à travers ce que j'ai proposé d'appeler dans le supermarché du visible des voiries du visible, ou encore des iconoroutes, c'est-à-dire voilà, cette infrastructure routière sur laquelle les images sont transportées. Autrement dit, c'est la vocation des images à circuler qui est au fondement
de l'idée même d'une économie des images et de ce que je propose donc de nommer, en reprenant de façon un peu critique un mot qui avait été proposé jadis par Jean-Joseph Gou. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Joseph Gou, c'est un théoricien très intéressant qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui a écrit pas mal de choses dans les années 70 sur littérature et économie symbolique. Voilà, des ouvrages très intéressants, notamment un livre qui s'appelle Les faux monnayeurs du langage, que je vous recommande. Il était lié à tout le mouvement de post-structuralisme, mais aussi la revue Telle Quelle. Enfin, voilà. Donc, économie, c'est lui qui a proposé ce mot, économie. Alors, je vais essayer d'expliquer rapidement comment je l'entends, ce mot, un peu différemment de la manière dont lui l'entend, tout en rendant hommage à ce concept tel qu'il l'a développé. Alors c'est vrai qu'au sens où je l'entends, ce terme d'économie désigne pas simplement le fait que les images, comme ce serait le cas pour n'importe quel autre produit, peuvent se retrouver ou pas sur un marché où elles sont échangées et où elles acquièrent une valeur. Ce mot de économie, ce concept, désigne plutôt et plus précisément le fait que les images sont d'emblée structurées par l'enjeu de leur valeur, c'est-à-dire que la texture ou la fabrique même des images en tant qu'image est déjà déterminée par leur vocation, par leur destination, qui est justement d'être échangée. Autrement dit, il n'y a jamais une image toute seule qui ne soit pas déjà dans un rapport d'échange avec d'autres. Et quand je dis échange, c'est un échange économique. Donc, je vous disais, économie, c'est un néologisme qui a été forgé par Jean-Joseph Gou en 1992 dans un article paru dans Art Press, L'art et l'argent vers une nouvelle économie. Mais je crois qu'il faut aller plus loin que le sens restreint que Jean-Joseph Gou donnait à ce mot, parce que d'une part, ce mot s'inscrit chez lui dans un diagnostic sur notre époque, qui est à mes yeux assez problématique, puisque c'est pour lui un diagnostic dans lequel il croit pouvoir identifier une disparition de la monnaie. Je le cite, « La monnaie n'existe plus », il écrit dans cet article d'Art Press, la monnaie n'existe plus, la vraie, l'authentique, l'absolue, puisque, dit-il au fond, elle est dématérialisée, puisqu'elle est devenue, je cite encore, scripturale ou nominale, puisqu'elle a perdu, je cite toujours, de son poids rassurant, elle a perdu de son poids rassurant, de sa matérialité thésaurisable. En gros, il considère que depuis que l'argent se dématérialise, il n'y a plus d'argent. Et du coup, ce que désigne pour lui ce néologisme, économie, eh bien, c'est le fait que la peinture, l'article porte surtout essentiellement sur la peinture peut précisément fournir ce qu'il appelle une compensation devant l'incertitude du fondement des valeurs. C'est-à-dire, l'argent disparaît, l'argent se dématérialise, et qu'est-ce qui compense, qu'est-ce qui redonne une espèce de valeur matérielle, tangible? Eh bien, c'est justement l'investissement dans l'art, dans l'objet d'art. Au fond, comme si l'objet d'art, l'objet pictural, remplaçait la stabilité perdue de la monnaie. Voilà, c'est dans ce contexte qu'il propose cette notion d'économie. Ça, moi, je suis un peu tenté d'y voir ce que j'ai envie d'appeler une économie restreinte. Et en disant ça, je pense à une expression de Georges Bataille qui distinguait entre économie restreinte et économie générale. Donc j'y vois ce que je suis tenté d'appeler une économie restreinte. Et finalement, pour ma part, je tiens plutôt à proposer l'idée, toujours pour paraphraser la formule de Bataille, l'idée d'une économie générale. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Une économie générale, finalement, j'en ai trouvé un peu la formule au moment d'écrire ce livre, Le supermarché du visible, dans une phrase qui est devenue une espèce de foyer, presque de ritournelle ou de nœud autour duquel tout le livre gravite. C'est une phrase de Deleuze, dans L'Image-temps, une phrase que je n'ai cessé de lire et de relire, et que je vais relire encore une fois. Cette phrase, elle dit ceci: « L'argent est l'envers de toutes les images que le cinéma montre et monte à l'endroit. »
l'argent est l'envers de toutes les images, donc le verso, de toutes les images que le cinéma montre et monte à l'endroit, au recto. Au verso de toutes les images du cinéma, il y a l'argent. Alors, comme vous le savez, bien sûr, le cinéma, c'est pour Deleuze bien plus que le nom du dispositif technique restreint, encore une fois, qui s'est développé à partir de 1895, les projections des Frères Lumière. Le cinéma, pour Deleuze, c'est ni plus ni moins le nom du monde. Il écrit par exemple, en lisant Bergson, c'est très connu, « L'univers est un cinéma en soi, un métacinéma », ce qui conduit par exemple Jacques Rancière dans la fable cinématographique, dans le chapitre consacré à Deleuze, à écrire, je cite, « Le cinéma, pour Deleuze, donc, n'est pas le nom d'un art, c'est le nom du monde. » Alors, une fois qu'on dit ça, comment est-ce qu'on peut entendre cette formule deleuzienne sur l'argent formant le revers de toutes les images de cinéma? Si le cinéma, c'est le nom du monde. Et quelle portée on peut donner à cette formule qui semble vouée, elle aussi, à vibrer, à osciller entre un sens restreint, on parle du film, et un sens hyperbolique ou général, on parle de toutes les images qui auraient à leur verso quelque chose qui s'appelle l'argent, c'est-à-dire, traduisons, la valeur d'échange. De ce point de vue élargi, parce que c'est ce point de vue élargi qui m'intéresse, dans la perspective donc, de ce que je suggérais d'appeler une économie générale, eh bien, il faut considérer que les images ne jouent pas un rôle économique en plus du fait qu'elles sont des images, comme si elles étaient d'abord des images et ensuite il y avait quelque chose comme de la valeur qui s'ajoutait à leur essence d'image, à leur imagéité. Au contraire, de ce point de vue économique élargi, il faut dire que les images, en tant qu'images, sont déjà tramées, traversées, structurées par des relations économiques. Si on dit avec Deleuze, l'argent est l'envers de toutes les images, et je coupe là d'ailleurs la formule, je laisse de côté le cinéma pour les raisons que je vous expliquais, parce que si le cinéma c'est le nom du monde, alors voilà, donnons à cette formule toute son extension. L'argent est l'envers de toutes les images. Si on dit ça, alors l'argent est le nom de la valeur d'échange qui habite toute image et qui la constitue en tant qu'image. Ce qui, et ça il faut le préciser tout de suite, ça n'implique pas nécessairement une logique capitaliste de l'image. Ça n'implique pas nécessairement une iconologie néolibérale, parce qu'après tout, de l'argent, il y en a eu bien avant la naissance du capitalisme, quelle que soit la date à laquelle on veut faire naître le capitalisme. D'ailleurs, ce que j'ai tenté d'explorer après le supermarché du visible, au titre d'une écologie des images, en reprenant une expression de Susan Sontag, c'est précisément, enfin on pourrait dire que c'est une manière tentative de concevoir une économie anti-capitaliste ou non capitaliste. Mais je reviens aux images numériques que j'évoquais en commençant, pour dire simplement que cette formule deleuzienne, l'argent est l'envers de toutes les images, eh bien, elle éclaire certainement l'économie qui est à l'œuvre au verso de ces images numériques ou sous leur surface. Encore une fois, pensons aux compressions dont je vous parlais, au formatage qui dégage de la plus définition dans la texture même de ces images, dans leurs éléments, dans leurs moindres composantes. Donc il faut dire que c'est la venue des images à la visibilité, c'est la manière dont les images affleurent à la surface de la visibilité, qui suppose une sous-traitance dans l'ombre, une manufacture, un usinage qui est appelé à s'effacer lorsque l'image devient image. Alors, dans cette, et je vais conclure là-dessus, dans cette production économique du visible, que j'envisage à la fois de manière générale
et d'une manière plus historique, en parlant des images numériques, eh bien, il y a une mutation majeure qui s'est produite et qui affecte ce qu'on pourrait appeler le régime d'apparition des images, la manière dont elles viennent à l'apparaître, je disais. Et cette mutation, encore une fois, elle ne concerne pas seulement la circulation des images après coup, comme s'il y avait d'abord des images et ensuite elles étaient mises en circulation. Je veux dire, c'est pas seulement cette mutation ne concerne pas seulement le fait que une fois qu'elles existent, les images sont ensuite transportées et acheminées vers les regards qui les attendent. C'est plutôt cette mutation, elle concerne le fait que les images sont devenues essentiellement, structurellement transportables. Et je voudrais conclure là-dessus en essayant de réfléchir avec Marx, vous allez le voir, sur qu'est-ce que ça veut dire que cette transportabilité structurelle des images. D'ailleurs, c'est compliqué cette affaire-là, comme toutes les affaires de périodisation, on va peut-être en discuter, parce que je ne suis pas sûr que les images soient simplement devenues transportables, au fond, et je défendrais même volontiers l'idée que les images ont toujours été à la fois vouées à quelque chose comme un échange, mais aussi elles ont toujours été déterminées par leur transportabilité. Je pense en disant ça notamment à Aby Warburg, que vous connaissez certainement, et à ce concept incroyable qu'il propose dans l'introduction à son atlas Mnémosyne, où Warburg propose c'est un mot allemand qui est difficile à traduire, qui est d'ailleurs assez mal traduit dans la traduction française. En allemand, il parle de Bilderfahrzeug. Bilderfahrzeug, ça veut dire littéralement, c'est probablement pas une bonne traduction, mais c'est un seul mot. Et on pourrait traduire littéralement par iconovéhicule, en fait. Bilderfahrzeug. C'est un véhicule d'image, mais c'est un seul mot en allemand, un iconovéhicule. Il écrit, je cite, ça c'est l'introduction à l'Atlas, la tapisserie flamande, il parle de la tapisserie de la fin du Moyen-Âge, est un prototype de dimension encore colossale, c'est grand, une tapisserie, un prototype du véhicule automobile des images, des automobilen Bilderfahrzeugs. C'est vraiment incroyable cette expression. Hein. Qu'est-ce que c'est un véhicule automobile des images? Bon, dans ce contexte, la tapisserie, c'est évidemment quelque chose qu'on peut rouler, qu'on peut décrocher du mur, qu'on peut envoyer, et ça véhicule quoi, une image. Dans un lexique probablement plus proche de nous, on pourrait dire que la tapisserie, c'est déjà une sorte de compression ou un formatage de l'image en vue de sa transportabilité. Donc, les images sont depuis longtemps, peut-être depuis toujours vouées à circuler. On pourra en discuter, mais en même temps, il est indéniable que quelque chose a changé dans cette vocation ou destination circulatoire des images, parce que, et on le sait tous, même empiriquement, les images sont aujourd'hui immédiatement envoyées, elles sont immédiatement postées, échangées, partagées. Autrement dit, l'acheminement des images, il faut dire, est contemporain de leur devenir image. C'est-à-dire que l'acheminement des images se produit pratiquement en même temps que leur venue à la visibilité. C'est ce dont témoignent très bien et très simplement toutes les icônes de partage qui s'affichent sur nos écrans aussitôt qu'un cliché a été pris. L'image a à peine pris forme qu'elle est déjà sur le point d'être envoyée. À peine saisie, en fait, l'image est déjà adressée ou adressable. Elle n'attend pas, on pourrait dire, d'exister ici avant de partir là-bas. Si bien qu'elle est presque originairement en partance. En fait, on le sait tous, il faut presque faire attention pour qu'une image ne parte pas. Ça demande presque un effort pour que l'image ne soit pas envoyée. Si bien que, je crois que ce n'est pas exagéré de dire que le transport de l'image ne survient pas après coup, après le fait de la fabrication de l'image, mais il participe à chaque instant de la texture même, de la tenue même de l'image. Et c'est pourquoi je suis tenté de dire que le régime d'existence de l'image a basculé et que désormais elle est essentiellement circulatoire ou essentiellement itinérante plutôt qu'attachée quelque part à un support ou à une surface.
Alors, pour aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse, ou enfin pour indiquer quelques pistes pour prolonger cette analyse très rapide de la transportabilité inhérente aux images, je voudrais vous proposer pour conclure quelques remarques sur des pages, je dirais pas peu connues, mais assez peu commentées en tout cas, du deuxième volume du Capital de Marx, qui sont des pages consacrées au transport, justement, et qui sont des pages tout à fait passionnantes. Alors, le transport, écrit Marx, ne produit rien qui soit distinct du temps qu'il prend. Rien donc qui puisse être détaché du transport en tant qu'une marchandise qui serait indépendante du processus de production. On dit le produit du transport, c'est le transport lui-même. Marx dit, je cite, « L'effet utile du transport n'existe pas comme objet d'usage, Gebrauchsding, distinct de ce procès. » Le transport, ce que produit proprement le transport, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez séparer du transport. Le propre du transport, c'est que produit et production s'y confondent et coïncident parfaitement. Exactement comme se confondent et coïncident dans le temps de l'encodage et du décodage, la facture des images numériques contemporaines, ce dont elles sont faites, du code, et ce qu'on a pu appeler le factage. C'est un joli mot français qu'utilise Nadar, le photographe, quand il parle de la manière qu'il avait d'envoyer des images depuis un ballon aérostatique. Il est l'un des premiers, je crois, à avoir fait des photographies en ballon, des photographies aérostatiques. Et donc le problème, c'était comment les envoyer. Alors il y avait une sorte de développement sur place, et puis avec une corde, les images arrivaient à terre et étaient envoyées. C'est ce qu'il appelait le factage. Le factage, c'est le même mot, la même racine que facteur. Donc c'est l'envoi des images. Donc je disais, la facture des images numériques contemporaines, eh bien, se confond, au fond, et simultanée avec leur factage, c'est-à-dire leur envoi. Donc, pour en rester pour continuer de penser avec Marx, cette espèce de coïncidence entre-appartenance du temps du transport et du produit du transport, on peut penser, comme dit Marx, que les marchandises, je le cite, toujours le volume 2 du Capital, les marchandises peuvent circuler sans se mouvoir matériellement, et des produits peuvent être transportés sans qu'il y ait circulation de marchandises, ni même échange direct de produits. Fin de citation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Des marchandises peuvent circuler sans se mouvoir. Ça veut dire qu'il y a de la circulation sans transport, n'est-ce pas ? Lorsqu'une maison, par exemple, que le propriétaire A vend à un propriétaire B, ça c'est l'exemple de Marx, une maison que A vend à B, dit-il, circule comme une marchandise sans bouger de place. Donc il n'y a pas de transport, mais il y a une circulation. Ou bien, autre exemple de Marx, je cite, lorsque des marchandises mobiles, à l'inverse de l'immeuble qu'est la maison, des marchandises mobiles comme le coton ou le fer brut peuvent traîner longtemps dans le même dépôt, écrit Marx, tout en parcourant, donc traîner sur place, tout en parcourant une infinité de procès de circulation en étant achetées et revendues par les spéculateurs. Donc elles circulent, mais elles ne sont pas transportées. Et puis le cas inverse qu'il évoque, c'est-à-dire le transport sans circulation, ben ça c'est assez facile à imaginer. Un produit quelconque peut être déplacé, je le transporte, mais il ne change pas de propriétaire. C'est un transport sans circulation, et inversement, il y a de la circulation sans transport. Bon, ça c'est l'argument de Marx, c'est très intéressant, ça paraît assez intuitif, même assez évident, et pourtant, je pense qu'on peut... Enfin, c'est discutable, enfin c'est complexe en fait, parce que si on prend l'exemple d'un bien immeuble, une maison, donc immobile, qui circule sans transport, ben, il faut quand même qu'il y ait un déplacement matériel qui affecte son titre de propriété, qui, comme on dit, doit changer de main. Donc en réalité, une circulation sans transport
c'est un transport déplacé, hein, c'est un transport par métonymie. Et puis surtout, et c'est là où je veux en venir, dans l'autre exemple que donne Marx, le cas des produits stockés, que la spéculation fait circuler sans les mettre en mouvement. Le fer qui reste dans l'entrepôt et qui change de main, les spéculateurs qui se revendent le stock, alors que le stock ne bouge pas. Là, je crois qu'il faudrait aussi considérer le stockage. C'est intéressant, hein, qu'est-ce que c'est le stockage en fait? Il faudrait considérer le stockage lui-même comme une sorte de degré zéro du formatage, ou voire même du transport, une sorte de transport sur place. C'est ça, au fond, le stockage. Parce que, si vous y réfléchissez, qu'est-ce qui se passe dans le stockage? Eh bien, il faut que le produit reste ce produit qu'il est, et ça ne va pas de soi. Hein. Il faut assurer, finalement, une forme de permanence du produit à travers un changement, une usure, une dégradation, etc., qui l'affecte nécessairement, justement pour qu'on puisse spéculer sur ce produit qui reste identique à lui-même. Et donc, moi, je suis tenté, quand Marx parle du transport, dans une phrase que je vais vous lire, je suis tenté de faire ce que Maxime a fait avec Guy Debord, c'est-à-dire de remplacer société du spectacle par culture visuelle, c'est ça? Moi, je suis tenté de remplacer transport par stockage dans la phrase que je vais vous lire, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Ça donnerait ceci. Donc, Marx écrit le transport, je remplace par le stockage. Le stockage exige par exemple des précautions plus ou moins grandes, par suite une dépense plus ou moins grande de travail et de moyens de travail, selon que l'article est plus ou moins fragile, périssable, sujet à faire explosion, etc. Marx le dit du transport, mais on pourrait tout à fait le dire du stockage. Et donc ce que Marx nous engage à penser, je crois, de manière un peu inattendue, c'est que le stockage, au fond, c'est peut-être rien d'autre, je le répète, qu'un cas particulier, au fond, du transport. Le stockage, c'est vraiment un cas particulier du transport. Le stockage, ce n'est pas simplement une manière de laisser reposer ou de laisser être. Et vous allez voir, je voudrais suggérer des conséquences de ça pour l'image. Le stockage, ce n'est pas simplement un laisser reposer qui reviendrait à laisser la marchandise se décomposer. Le stockage, c'est un être sur place, certes, mais un être sur place qui est constamment entretenu, si bien qu'il faudrait, j'insiste, définir le stockage comme un se mouvoir sur place, hein, comme un changer sur place. Évidemment, Marx ne le dit pas explicitement, mais je crois qu'on peut le penser à partir de lui, de la même manière qu'on peut penser aussi que, même s'il ne parle pas explicitement des images dans le Capital, dans ce chapitre sur les transports, les images, c'est-à-dire ces marchandises économiques, doivent, je crois, bien entendu, être ajoutées à la liste qu'il ébauche lorsque, à l'intérieur de l'industrie des transports, il inclut, je cite, le transport proprement dit des marchandises et des hommes, mais aussi la simple transmission, je cite encore, de communication, de lettres, de télégrammes. Tout ça fait partie, pour Marx, du transport. Et d'ailleurs, je voudrais noter au passage que, comme si vous regardez on s'en aperçoit quand on regarde la correspondance de Marx, il recevait et il envoyait beaucoup de cartes postales. Et au fond, la carte postale, c'est un format épistolaire qui était en plein essor à son époque et qui commençait à devenir aussi un très important véhicule d'image, un très important Bilderfahrzeug, comme dirait Warburg. Voilà, je conclus en quelques mots. Bon, c'est ça que je voulais apporter à notre discussion. Non seulement donc des manières de penser le travail et la plus-value dans ce que j'appelle l'économie contemporaine, c'est-à-dire penser ce qui se cache au verso des images, là où, comme le suggère Deleuze, là où réside le principe de leur interchangeabilité, non pas interchangeabilité, échangeabilité, mais aussi penser des concepts comme celui d'icono-véhicule chez Warburg, ou bien cette indistinction du transport et du stockage, du transport et de son produit chez Marx, tout ça pour comprendre ce qui se passe avec ces images d'aujourd'hui qui ne cessent de circuler, c'est-à-dire en fait de se transformater, y compris sur place. Merci.